Et voilà, comme on vient de le dire, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui est arrivé hier, samedi, à New York pour participer à la 3e, ou plutôt à la 74e session de l'Assemblée générale de l'ONU, tenue, comme je viens de le dire, à New York. Il doit prononcer certainement le mot de l'Égypte, ou le discours, il représente certainement l'Égypte, mais aussi le continent africain, puisque l'Égypte assure la présidence tournante de l'Union africaine cette année-ci. Pour se parler de la participation de l'Égypte, du discours du chef de l'État, mais de tout ce qui a rapport aussi avec cette participation, que ce soit les réunions que le chef de l'État doit avoir justement avec la communauté égyptienne aux États-Unis, les représentants des grandes entreprises, les hommes d'affaires, les investisseurs, ses homologues aussi. Ça va être dans cette partie débat et nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Dr Raed El-Wakil. Bonsoir Dr Raed El-Wakil, vous êtes journaliste et écrivain. Ravi de vous avoir parmi nous ce soir. Merci Donna, merci de m'avoir invité. Et je dis toujours que je suis à chaque fois ravie de me retrouver sur le plateau de la Nile, de cette télé prestigieuse. Et aujourd'hui, donc j'ai le plaisir de vous rencontrer pour la première fois. Je suis heureuse d'être là et je salue toutes vos téléspectatrices et vos téléspectateurs. Merci, c'est un grand plaisir pour nous. Et donc, on commence justement avec cette participation. Oui. C'est pas la première fois, certainement. C'est la sixième, sixième. oui. La sixième. Oui. C'est-à-dire que ça fait, voilà, 5 ans. Voilà, c'est la sixième participation du chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, aux réunions, justement, à ce rassemblement mondial. Quel regard vous avez justement sur cette participation? Écoutez, d'abord, je salue la participation de l'Égypte représentée par le chef de l'État en personne, donc notre président Abdel Fattah el-Sisi, qui a une lourde tâche, mais qui nous représente donc dans ce temple, n'est-ce pas, de l'humanité. J'appelle toujours ça comme ça, moi, dans mes articles au moins, donc ce fief de l'humanité à New York, que je connais d'ailleurs parce que j'y ai passé quelques moments professionnels, il fut un temps. Voilà. Mais voilà, donc Monsieur le Président est là-bas, il a été reçu comme un roi, surtout par les Égyptiens donc de l'étranger, qui savent que ce monsieur a une très lourde tâche. Il est venu au pouvoir dans des circonstances extraordinaires, très exceptionnelles. Je me souviens moi-même avoir passé des heures et des heures, des jours et des jours en 2013, n'est-ce pas, le 30 juin, le 3 juillet, ensuite le 26 juillet, etc., pour en fait supplier l'armée de venir nous délivrer de la confrérie de malheur, la confrérie terroriste. Le président Abdel Fattah el-Sisi est un président fort. Il va parler mardi donc au nom de l'Égypte. Il est là en tant que citoyen égyptien de très très haut grade, mais égyptien, n'est-ce pas, à l'origine, et un monsieur qui va parler de, comme il le fait toujours d'ailleurs, du cœur. Et le monde entier l'écoutera. Et je pense qu'il leur parlera surtout de cette guerre que nous menons contre le terrorisme, par exemple. Là, justement, là, on peut ouvrir là des parenthèses pour parler justement de l'actualité ici en Égypte, des mensonges, voilà, de rumeurs aussi. Oui. Alors, écoutez, vous parlez des événements, de ce qu'on a appelé les incidents de vendredi. Alors, nous sommes en face d'un problème qui me semble vraiment devenir chronique. Nous avons affaire à des ténors médiatiques étrangers qui vont souffler dans le feu. Ce n'est pas bien. Les Égyptiens, oui, certains Égyptiens, peut-être pas énormément, mais il y en a, qui ont quelque chose à dire, qui ont peut-être un problème à régler ou une opinion. Seulement voilà, ce qui nous arrive en ce moment, c'est un petit peu une chasse à l'homme. Les journaux, surtout bien sûr, l'infamie de ce que fait la chaîne qatarienne Al Jazeera, de monter les gens les uns contre les autres. C'est ça qui est triste. Alors qu'il n'y a pas du tout. Vous avez vu dans les rues, nous sommes bien gardés, ça va. Il y a eu des étincelles. Je ne peux pas le nier. Il y en a eu, mais ce n'est pas une révolution.
Justement, mais là, en fin de compte, là, il faut justement rappeler que certains médias qui ont rapporté des mensonges, qui ont prétendu qu'il y avait des faits qui n'avaient pas lieu, qui ont dû s'excuser après. Justement, voilà, un peu de vigilance, justement, qu'un peu de vigilance de la part, justement, du peuple, voilà, de tous ceux qui s'intéressent à suivre l'actualité. Mais Donna, pas seulement le peuple égyptien, le monde entier regarde ces gens-là. C'est ça qui est triste. Et après, faire figure de « Oh oui, moi je suis professionnel, je viens m'excuser ». Non mais franchement, ils nous prennent pour des poires. Non, écoutez, on a compris. Les Égyptiens savent à qui s'adresser, les Égyptiens savent qui écouter, qui lire. Hein. Nous ne nions pas le fait qu'il y ait eu certaines petites étincelles ici et là. Nous savons à quoi elles sont dues, mais en Égypte, il y a encore l'espace pour formuler des avis, pour parler poliment, pour discuter. Nous sommes partenaires, tous. Hein, nous sommes tous citoyens. Oui, alors justement. Là, justement, quand on parle, et je reviens à ce que vous venez justement de mentionner, la guerre dont mène l'Égypte contre le terrorisme, voilà, ça fait l'objet, voilà, du discours, voilà, des préoccupations du chef de l'État quand il s'adresse, quand il est, voilà, sur la tribune des Nations Unies, il parle justement du terrorisme en général et de l'importance qu'il y ait une action mondiale pour lutter contre le terrorisme. Il a mis en garde contre le terrorisme qui en fait, qui menace ici et là, qui menace le monde entier aujourd'hui. Il n'y a pas un pays qui est épargné. Et là, ça va être aussi donc l'occasion de répéter, voilà, encore une fois, je sais pas, de rappeler ou d'attirer l'attention du monde entier à ce phénomène. Écoutez, Donna, vous parlez très bien parce que vous venez de citer donc ce qu'on appelle les topics, hein, les points chauds que Monsieur le Président, nous pensons, ce qu'il abordera dans son discours mardi. En ce qui concerne donc le terrorisme. Nous sommes ici en Égypte, Donna, à un carrefour géographique et historique. Le terrorisme n'est plus local. Il n'est plus régional, il n'est plus continental, il est universel. Et c'est triste, c'est une catastrophe. On n'est plus sur nulle part. Regardez, vous avez vu ce qui s'est passé hier à Paris. Le centre culturel égyptien détruit pour la seconde fois. J'y ai de très mauvais souvenirs, moi, au centre culturel, parce que j'ai été moi-même attaquée par les frères musulmans là-bas. Ils avaient détruit le centre. Il avait été fermé pendant 2 ou 3 ans. À l'époque, c'était lors d'une de mes conférences à Paris. Et après, je me promenais avec escorte police. Je suis allé à l'Institut du monde arabe avec escorte police. Je suis allé à l'INALCO avec escorte police. Tout ça parce que, évidemment, tous mes écrits sont confrérie. Mais ils ne me font pas peur. Hein, non, ici, pas du tout. Non, pas du tout. Alors, vous savez, je pense que le terrorisme est à l'origine, c'est donc une idée, une pensée. Là, je vais entrer un petit peu dans ma spécialité. Je suis spécialisée en philosophie de l'esprit. On ne peut combattre une idée que par une autre idée, Donna. Il va falloir aborder les courants de pensée. C'est ça qui est important. La culture, l'enseignement, tout ça, c'est vital. Il faudra commencer à prendre les rênes de ce courant de pensée, à le libérer, mais aussi à lui montrer la réalité des choses. Parce que nous avons été ici en Égypte, nous avons fait l'objet donc de cette emprise salafiste et autres, venant donc de l'Est, hein, soyons clairs et francs, qui, eux, maintenant, à notre Est à nous, c'est l'Arabie. Eux se libèrent et commencent à retrouver leur vraie citoyenneté et leur vraie raison d'être. Et nous sommes restés dans les abysses, dans les ténèbres. Il faut sortir de là. Et les moyens pour sortir de là sont simples. Ce sont des moyens culturels, des moyens d'éducation, il faut de la formation, il faut plus de liberté d'expression dans les journaux, il faut un petit peu plus de liberté d'expression, je le dis, qu'on soit pro-régime ou personnellement, évidemment, je suis pro-régime, mais il y en a d'autres, ils auraient peut-être quelque chose à dire, il faut les écouter. Je demande qu'on les écoute, parce que c'est une pensée, et on ne peut pas contrer un courant de pensée qui est quand même pas moindre, hein, parce que
il est allé jusqu'en Afrique. Regardez la dimension africaine dont nous faisons partie, notre origine même, notre terre, nos racines sont africaines. Moi, je suis africaine et fière. Certainement. Et justement, nous allons revenir à cette dimension africaine, mais aussi à cette partie qui concerne l'Afrique, qui est dans les pensées du chef de l'État. Certainement, nous allons en parler. Mais à présent, nous avons avec nous en ligne, en direct, M. Jean Massiha, professeur de relations internationales. Vous êtes à Paris. Bonsoir, M. Jean Massiha. Monsieur Jean Massiha. Allô, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Jean Massiha. Vous êtes à Paris et vous êtes professeur de relations internationales. Allô? Allô, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonsoir madame. Bonsoir Monsieur Jean Massiha, je vous rappelle que vous êtes professeur de relations internationales. J'aimerais bien savoir comment avez-vous justement vu cette participation, ou comment voyez-vous la participation de l'Égypte à cette 74e session de l'Assemblée générale de l'ONU, une 6e participation du chef de l'État, le président Sisi, et beaucoup de sujets à l'ordre du jour. Oui, écoutez, c'est de tradition que les grandes puissances du monde, et singulièrement les puissances africaines, participent à l'Assemblée générale des Nations Unies qui se réunit périodiquement. Oui. Je pense qu'actuellement, l'Égypte joue évidemment un rôle très stabilisateur, puisque en tant que représentante de l'Afrique, elle exprime, je dirais, elle porte les vœux de tout un continent en matière de développement économique, en matière de sécurité, en matière de coopération, en matière de migration. Et donc, effectivement, je dirais, la voix de l'Égypte à l'Assemblée générale de l'ONU est évidemment une voix qui non seulement compte, mais c'est une voix qui est entendue parce que, précisément, l'Égypte fait partie de ces puissances régionales qui permettent de décrypter finalement les besoins de toute une zone, et là en l'occurrence de tout un continent. Très bien. Quand on parle de la dimension africaine, quand on parle de l'Égypte, qui œuvre à promouvoir l'Afrique, à respecter le calendrier 2063, donc beaucoup de travail à faire, mais aussi un regard mondial ou international vers le continent africain qui a subi je ne sais pas comment dire, mais quand on parle par exemple du changement climatique et le sommet de demain, c'est l'Afrique qui subit tous les méfaits de ce changement climatique, mais aussi de tout le développement des pays les plus industrialisés. Et c'est là l'Égypte qui est le porte-parole de l'Afrique. Oui, tout à fait. Vous savez, le continent africain est un continent aux multiples ressources. Et d'ailleurs, c'est un continent qui intéresse beaucoup les grandes puissances mondiales. Oui. Alors, traditionnellement, les puissances mondiales qui s'intéressent à la Chine, c'était plutôt l'Europe et un peu moins les États-Unis. Depuis maintenant un certain nombre d'années, on voit par exemple la Chine qui s'intéresse de très près à toutes les ressources naturelles et également humaines de l'Afrique. Et je pense que l'Égypte a un modèle économique qui est incarné par le président Al-Sisi, c'est-à-dire un modèle de développement national, de développement patriotique, de respect de la souveraineté. Je pense que l'Égypte porte la voix d'un modèle qui est à la fois un modèle qui tend à tirer profit de toutes les richesses africaines, qu'elles soient des richesses humaines ou qu'elles soient des richesses en ressources premières, mais gérées par les Africains, gérées par la population du continent et par les États du continent. Le grand défi de l'Afrique de demain, c'est d'arriver à faire gérer les richesses immenses de ce continent par les Africains eux-mêmes. Jusqu'à aujourd'hui, ça a tendance à changer, bien sûr, et je crois que l'Égypte montre un peu la voie en la matière, mais jusqu'à aujourd'hui, les richesses de l'Afrique étaient plutôt exploitées par l'étranger. Et aujourd'hui, grâce notamment à la politique menée par le président Al-Sisi en Égypte, notamment une politique protectionniste qui vise à revitaliser les industries égyptiennes, qui vise à revitaliser
le tissu productif égyptien, je pense qu'il y a là en Égypte un modèle que l'Afrique gagnerait à suivre pour faire en sorte que les richesses de l'Afrique profitent d'abord aux Africains et ne profitent pas aux investisseurs internationaux qui ont tout fait de rapatrier tous les bénéfices qu'ils peuvent réaliser en Afrique, laissant les Africains un peu sur le carreau. S'agissant des problématiques climatiques, évidemment, vous savez, les problématiques climatiques, elles ne sont pas spontanément des préoccupations des Africains qui n'ont pas leur frigo rempli. Les problématiques climatiques viennent une fois que l'Afrique aura atteint l'autosuffisance alimentaire et l'autosuffisance en matière économique et en matière sociale. Donc c'est pour ça, si vous voulez, qu'il est urgent que le développement économique de l'Afrique ait lieu, de telle sorte que les Africains soient les premiers à prendre en considération les problématiques climatiques. Mais tant que le continent africain continue à receler une très grande pauvreté, eh bien les considérations climatiques passeront au second plan. Et on le voit dans tous les pays, les considérations climatiques n'interviennent qu'une fois que le développement économique a eu lieu, qu'une fois que les gens mangent à leur faim, là ils commencent à s'intéresser à autre chose. C'est vrai. Merci beaucoup à vous, Monsieur Jean Massière. Merci beaucoup de vos précisions. Vous êtes professeur de relations internationales. Et là, retour à vous, Dr Gad El-Wakil. Je vous invite en fait à avoir justement une idée des travaux prévus dans le cadre de cette 74e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Je rappelle justement que cette assemblée se tiendra au siège des Nations Unies du 17 au 30 septembre au courant et que le débat général de haut niveau s'ouvrira le mardi 24 septembre sur le thème axé cette année sur le renforcement des efforts multilatéraux visant à lutter contre le changement climatique et la pauvreté, sur le développement durable ainsi que sur d'autres questions. Tout de suite, un commentaire signé Dalia Karam. La 74e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies s'est ouverte le 16 septembre 2019 au siège de l'ONU à New York, suivi du débat général de haut niveau du 24 au 30 septembre 2019. Cette session sera marquée par la tenue de 5 importants sommets de haut niveau portant sur des thèmes variés. C'est l'information que Paul Simon du département des affaires économiques et sociales de l'ONU a donnée aux journalistes francophones par exposé vidéo le jeudi 12 septembre. Le 23 septembre se tiendra le sommet Action Climat 2019 et la réunion sur la couverture sanitaire universelle. Au sommet sur le climat, a expliqué M. Simon, il s'agit de dynamiser l'action mondiale contre le changement climatique en faveur du développement durable avec en ligne de mire l'atteinte des objectifs de développement durable. Les 24 et 25 septembre 2019 seront consacrés au Forum politique pour le développement durable pour lequel environ 100 chefs d'État ont exprimé leur intention d'y participer. Ce forum sera suivi le 26 septembre par le dialogue sur le financement du développement et la réunion consacrée à l'élimination totale des armes nucléaires. La dernière réunion se tiendra le 27 septembre et sera consacrée à l'examen des modalités d'action accélérée des petits États insulaires en développement. En marge du débat général, de nombreuses autres rencontres sur des thématiques pourront se tenir. L'Assemblée générale de l'ONU étant une occasion de réunir plusieurs chefs d'État, partenaires techniques et financiers, mais aussi des acteurs du secteur privé. Voilà, donc la participation de l'Égypte, c'est aussi l'occasion en fait de parler de l'économie, du développement, d'exposer l'expérience égyptienne, mais aussi en fait pour le chef de l'État de rencontrer des chefs d'entreprise et des multinationales américaines et multinationales aussi, et ça faisait toujours l'objet justement des préoccupations du chef de l'État à chaque fois qu'il est dans un déplacement à l'étranger. Voilà, le dossier économie occupe une place très importante. Le dossier économie qui est lui-même basé sur le dossier énergie, n'est-ce pas? C'est ça qui est très important. J'espère qu'il y aura donc, je le pense honnêtement, qu'il y aura des pourparlers donc à ce niveau-là. Le dossier énergie est très très lourd et très important, puisque nous sommes maintenant teneurs donc de ces gisements de gaz naturel. Nous devenons une grande force
énergétique dans la région, plus bien sûr les stations solaires que nous avons maintenant dans le sud de l'Égypte, qui sont, j'allais dire, interplanétaires, hein, puisque c'est le Soleil, et que le Soleil est partout, sur toutes les planètes. Mais j'aimerais aussi que l'on parle plus, non seulement des changements climatiques et des problèmes de l'environnement, mais donc de l'effet de ces changements sur la population. La population, là je dis africaine, hein, pas seulement égyptienne. Les Égyptiens et beaucoup d'Africains souffrent donc de ces changements. Bien sûr, vous avez dû remarquer les chaleurs torrides que nous-mêmes avons subies cet été, qui ne s'est d'ailleurs toujours pas terminé en Égypte. Je sais qu'il y a des vénards quelque part qui vivent déjà sous la pluie en Europe. Et je les envie. Mais pas comme avant aussi, en fait. La vague de chaleur a ravagé aussi l'Europe cette année. Je sais qu'il a fait plus de 40 à Paris au mois d'août. Donc il a, enfin certains jours, hein, pas tous les jours. Et même à Berlin aussi, j'ai vu ça. Mais vous savez, quand vous n'êtes pas climatisé, qu'il fasse 35, 40 ou 45, c'est la même chose, puisque on meurt de chaud, hein, comme on dit en France. Et pour avoir un climatiseur, il faut avoir une très grosse industrie pour fabriquer les climatiseurs. Il faut avoir un dossier énergie très très fort, parce que l'électricité en Égypte a augmenté de façon extraordinaire. Donc, vu la réforme économique, moi je reviens toujours, n'est-ce pas, au point de vue de ce citoyen qui est chez lui, qui ne peut pas payer la facture, même s'il a un climatiseur, parce qu'il ne peut pas s'offrir ce luxe. Donc les changements climatiques sont liés aux changements énergétiques, sont liés aux changements politiques et sociaux. C'est ça qu'il faut voir. Il faut centrer donc tous ces problèmes, un problème global tel que cela, un problème universel. Il faudra à New York que ces chefs d'État, que ces rois, ces reines, ces présidents, ces chefs de gouvernement parlent aussi de l'impact qu'a ce changement sur une population telle que les plus de 100 millions que nous avons ici, dans la vallée du Nil, ou alors chez les voisins africains, où c'est encore pire. Je sais qu'il y a des problèmes vraiment beaucoup plus sérieux, au niveau climatique, je parle, et économique, bien sûr, aussi. Je voudrais aussi, j'aimerais qu'ils entament peut-être un retour vers une agriculture stable et durable. L'Égypte est un pays historiquement agricole. Depuis des millénaires. Il va falloir revenir, il va falloir revoir les lois. Je compte sur le Parlement. Nous avons un dépassement sur les terrains agricoles, donc de bâtisses, de bâtiments en général. Beaucoup de terrains agricoles ont été vendus pour être donc construits. Il y a eu construction. Donc maintenant, nous avons des problèmes. Alors, il faut aller vers le désert. N'est-ce pas? Parce que nous sommes quand même en plein désert. Nous l'oublions puisque nous avons le Nil. Mais il y a aussi les eaux souterraines, par exemple. Il faut justement... oui, bien sûr. Voilà, là, on parle justement des efforts déployés en ce sens, à profiter des eaux souterraines, mais aussi au recyclage de l'eau, de l'eau, je ne sais pas comment dire, mais là, que ce soit le dessalissement aussi de l'eau de la mer. Ça, nous avons cela déjà. Voilà, justement, il y a des efforts déployés en ce sens. Pas beaucoup, mais il y en a. Vous savez qu'il y a encore des tout petits villages, même sur la côte nord-ouest de l'Égypte, où il n'y a pas d'eau potable. Hein. Je connais personnellement des endroits comme ça. Mais ce que je voulais dire, pour moi, le sujet le plus important sur l'agenda de Monsieur le chef de l'État sera celui du Nil. Il va falloir, c'est un dossier très très lourd, il y a des négociations, des conférences, des meetings, des rallyes, tout le temps. Et là, en ce moment, je crois que ça piétine un peu. Il y a des problèmes. Il va falloir voir ce qu'il en est de ce dossier du Nil. C'est le dossier le plus important, je pense, pour les Égyptiens en ce moment même. Est-ce que vous pensez que c'est l'occasion vous pensez que c'est l'occasion justement de parler de ce dossier des eaux du Nil? Mais bien sûr. Vous savez, le bassin du Nil, vous savez, nous ne sommes pas les seuls à boire cette eau du Nil, cette fameuse eau du Nil. Il est vrai que nous sommes peut-être le seul pays qui ait bâti toute une civilisation, il y a des millénaires, autour
de ce fleuve qu'on appelait donc dans l'Antiquité le fleuve roi, le fleuve père, notre père le Nil. Vous et moi, nous sommes les filles du Nil, quelque part. Sûr, oui. Soyons un petit peu plus poétiques, parce que là, la politique est très vrai. lourde. Oui. Mais il y a plus d'une dizaine de pays, beaucoup de pays, qui vont aussi avoir l'occasion de dire leurs mots. Mais il y a surtout le barrage d'Éthiopie. C'est ça le problème. Et c'est un problème très compliqué. Il y a beaucoup de partenaires, leurs partenaires, pas les nôtres. Il va falloir vraiment entamer ce sujet sur un niveau social, je dis. Parce que les Égyptiens se sont très inquiets au sujet du Nil. Et je pense que c'est un sujet en fait, le chef de l'État a abordé justement ce sujet lors de la dernière édition de la conférence, il a beaucoup abordé. De la conférence nationale de la jeunesse, il y a quelques jours. Justement, il s'est adressé à la population. Il a dit que c'était un dossier lourd, mais que des efforts sont déployés. On espère bien que ces efforts aboutissent. Là, je retourne en fait sur la participation de l'Égypte l'année dernière. Là, je rappelle que le président Sisi a déjà participé à la 63e édition de l'Assemblée, aux sessions de l'Assemblée générale des Nations Unies, devant laquelle il a prononcé aussi le discours de l'Égypte. C'était l'année dernière. Et justement, je vous propose maintenant, et vous, chers téléspectateurs, un rapide aperçu justement des principaux éléments du discours du chef de l'État, le président Sisi, l'année dernière. Encore une fois, un commentaire signé d'Alia Kalam. Dans son discours prononcé lors de la 73e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est demandé comment peut-on blâmer un arabe qui doute de la crédibilité des Nations unies et des valeurs qu'elle prétend défendre, alors que sa région est menacée par la désintégration et l'effondrement de l'État-nation, ouvrant la voie au terrorisme et au sectarisme. Comment peut-on, a poursuivi le président, blâmer un arabe qui s'étonne que le peuple palestinien soit privé de son droit légitime de vivre dans la paix et la dignité, dans un État indépendant qui reflète son identité nationale, ses espoirs et ses aspirations. Comment peut-on, a-t-il encore demandé, minimiser les plaintes d'un Africain devant l'inefficacité de l'ordre mondial quand son continent souffre d'un ordre économique qui perpétue la pauvreté et les inégalités, alimente les crises sociales et politiques et n'offre aucune perspective de progrès et de développement? Le président a résumé la vision de son pays en 3 principes. Le premier étant que l'on ne peut progresser dans l'édification d'un ordre international efficace si son principal élément constitutif, l'État-nation, risque la désintégration. La désintégration des nations, qu'elle soit provoquée par un conflit civil ou une régression vers des intérêts sectaires, mène aux phénomènes les plus dangereux de l'heure. Conflits armés, traite des êtres humains, migration irrégulière, criminalité organisée, commerce illicite d'armes et de drogue. La seule sortie des crises en Syrie et au Yémen, a par exemple estimé le président, c'est le rétablissement de l'État-nation et la protection de la souveraineté et des institutions publiques. L'Égypte, a prévenu le président, rejette toute exploitation de ces crises pour laisser la voie à des interventions régionales ou créer un environnement propice au terrorisme, à l'extrémisme et au sectarisme. Le même principe s'applique à la Libye. Le deuxième principe, a poursuivi le président, c'est l'engagement de tous en faveur de solutions pacifiques et durables au conflit, raison d'être de l'ONU. Le président est donc revenu sur la cause palestinienne, l'exemple parfait selon lui de l'échec du système international. À ce propos, il a souligné que les Arabes tendent toujours la main de la paix. Le troisième principe, c'est l'engagement à réaliser le développement durable et à cet égard, le président a estimé que la réforme de l'architecture économique et financière mondiale ne saurait plus tarder. La préservation de l'État-nation, le règlement pacifique des différends et le renforcement de la coopération exigent, a conclu le président, des partenariats véritables entre les Nations Unies et les organisations régionales. Il a d'ailleurs salué le succès du partenariat entre les Nations Unies et l'Union africaine, un modèle de partage des fardeaux et d'optimisation des avantages comparatifs. L'Égypte assumera la présidence de l'Union africaine en 2019, a rappelé le président Sisi, qui a une nouvelle fois défendu son idée de créer un cadre international pour développer des politiques et renforcer la coopération contre le terrorisme et la propagande terroriste.
Ayant lancé l'opération Sinaï 2018, l'Égypte peut dire aujourd'hui, a souligné le président, que le niveau de financement, de sophistication des armes et de la formation et des moyens de communication des groupes terroristes, sans oublier la facilité avec laquelle se déplacent les combattants terroristes étrangers, pointe vers la nécessité inévitable d'un système mondial. Enfin, le président a jugé important de corriger les graves lacunes en matière des droits de l'homme, sans manquer de dénoncer ceux qui se livrent à des campagnes de diffamation médiatique et à la politisation des mécanismes existants, tout en refusant de mettre tous les droits de l'homme sur un pied d'égalité, dont les droits économiques, sociaux et culturels. Voilà. Il y a une partie qui concerne les droits de l'homme, mais aussi une partie importante qui concerne la vision de l'Égypte vis-à-vis des questions internationales, mais surtout régionaux, dont la question palestinienne. Oui. Moi j'appelle ça la cause originelle et originale. Tout a commencé avec la cause palestinienne. C'est la cause la plus noble que nous ayons, nous Égyptiens. Nous participons. D'ailleurs, nous avons longuement, pendant des années, pris la tête de ce peloton qui essaye de résoudre ce conflit qui existe depuis 1948, l'année la fameuse année de la Nakba, date à laquelle tout un pays fut colonisé, occupé. Aujourd'hui, c'est un fait accompli. Oui. Dans les manuels d'histoire, dans l'Occident, moi, ça me dépasse des fois. Un fait accompli. C'est devenu un autre pays, alors que la population originale est encore là, cernée, assiégée, affamée, terrorisée, assassinée, violée, tout ce que vous voulez. La Palestine restera, j'espère, pour pas très longtemps, puisqu'il faudra trouver une solution, mais elle est le plus grand projet politique égyptien de faire enfin exister ce pays, cet État palestinien, de le voir naître, renaître de ses cendres sur ses propres terres. Voilà. Donc la Palestine est chère à nos cœurs. Je suis ravie que Monsieur le Président, donc l'année dernière, ait souligné cela. La cause palestinienne est très importante. Et les Palestiniens ne sont pas seulement des voisins, mais ce sont plus que des cousins. Voilà, justement. Et là, justement, parce qu'il ne nous reste qu'une petite minute, il y a aussi la question libéenne. Voilà, il y a toute la région, voilà, les dossiers alors là, très épineux. Donna, vous me donnez une minute pour parler de la région. La Libye, catastrophique. Syrie, catastrophique. L'Irak, n'en parlons pas. Au Yémen, ça va être bientôt la 3e guerre mondiale. Il y a 2 jours, les États-Unis envoient des troupes en Arabie Saoudite pour voir ce qui se passe avec l'Iran. Ça bout partout. Nous sommes sur un baril de foudre. Vous pensez que ça va être l'occasion, justement, à New York, de parler de ces dossiers avec les homologues et ainsi de suite. Il faut que les Saoudiens et les Iraniens parlent. Il faut que ces gens-là parlent entre eux. Il faudrait voir un moyen ce Yémen, quoi qu'il en soit, parce que là, c'est des problèmes très très compliqués, des histoires de chiisme, de sunnisme. Enfin, pour moi, ce qui compte, c'est qu'on arrête la famine au Yémen, qu'on arrête de massacrer des petits-enfants, c'est tout. D'accord. Voilà. Très bien. Merci beaucoup à vous, Dr Rada El-Wakil. Vous êtes écrivain Donna. Et journaliste. C'est un grand plaisir. Vous avez été parmi nous ce soir. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à vous aussi, madame, monsieur, nous avoir suivis. Certainement demain et après-demain. Après-demain, c'est justement le jour le plus fort, certainement, avec certainement aussi le discours du chef de l'État à la 74e session de l'Assemblée générale de l'ONU, donc demain et après-demain, même mercredi, il va y avoir justement beaucoup de détails sur cette édition et sur ce rassemblement. Merci de nous avoir suivis et au revoir.